La vie continue, mesdames et messieurs. C'est le tout premier numéro de Webpresse après le départ de Désiré Baéré. Désiré Baéré aussi avait participé à cette émission. Je vais chercher en tout cas les archives et je vous le mettrai. Désiré Baéré répondait aussi à mon appel quand il était, quand j'avais besoin de lui. À un moment, il a participé une ou deux fois à Webpresse. Il nous a fait partager son intelligence et il est parti. Et nous allons consacrer un tout petit peu de minutes à lui aussi parce que c'est un collègue de ma promotion, de la 18e promotion de l'IFASIC. Il est parti. Faye Nico, je suis avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez connu personnellement Désiré Baéré? Merci beaucoup, madame. Parler de connaissances personnelles, c'est trop dit, mais par moment, lorsqu'on se voyait, on se jetait juste bonjour. Bonjour. Je sais que Joël Cadet connaissait particulièrement Désiré Baéré. Nous avons parcouru un long chemin ensemble. Dans JIA aussi, il était là. Alors, un petit mot par rapport à Désiré Baéré. Oui, je connais d'abord Désiré lorsqu'il était conseiller du président de la CI à l'époque, comme journaliste, d'abord à la radio Okapi, et puis mes relations avec lui se sont plus approfondies à vos côtés lorsque vous avez fondé Journalistes en Action. Et à partir de là, j'ai découvert un grand frère, un ami, un intime, et un homme aussi sage, un conseiller, un téméraire, quelqu'un qui ne m'avait jamais affiché une attitude de déception, de défaite. Désiré paraissait toujours réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Mais là où il va me manquer profondément, c'est le travail que nous avons entrepris avec Baéré dans l'encadrement et la formation des jeunes journalistes. Nous avions beaucoup de projets, en tout cas qui vont rester au frigo, et je ne vois pas avec qui je pourrais les réaliser. Il savait à quelle porte frapper. Et deuxième élément, c'est sa dimension diplomatique d'un réconciliateur, que j'ai découvert vraiment dans ces derniers jours. Nous avons réussi à réconcilier les uns qui ne parlaient pas avec les autres. Même vous, avec Chilunde, le président de l'UNPC une fois. Nous l'avons votre ami personnel, le président, Kassonga Chilunde, à qui j'ai fait un coucou. Et donc c'est avec lui. Et Baéré était une intersection entre l'ancienne génération, donc notre génération des vieux journalistes, et des nouveaux qui sont en train de venir. Donc si vous êtes vieux et que vous ne connaissez pas Baéré, soit vous n'avez jamais été journaliste ou vous n'avez pas habité Kinshasa ou vous venez d'arriver. Et les jeunes gens, si vous ne connaissez pas aussi Baéré, donc c'est un peu une intersection, hein, avec les jeunes comme avec les vieux. Donc autour de Baéré, on se retrouvait. Donc il va beaucoup me manquer. Mais ce qui me console, c'est comme si le Seigneur l'avait préparé à ce rendez-vous. Il avait déjà dit en quelque sorte au revoir à ses enfants, parce qu'il leur avait dit qu'il ne fêtera pas ses 50 ans et qu'il partira d'une bonne mort, c'est-à-dire dans les sommeils. Et ça, j'ai aimé. J'aurais aussi préféré mourir comme lui, c'est-à-dire sans faire trop souffrir ma famille, à l'hôpital, comme ceux qui meurent dans les péchés, là, ils doivent passer 10 mois, 2 ans dans le coma et on vous ravit la parole, comme l'autre qui était parti avant là. C'est-à-dire, vous venez, vous avez des remords dans les cœurs, vous voulez même demander pardon, mais vous n'avez pas la parole, et le mal ronge les cœurs. Donc, il est bien parti, j'ai béni le Seigneur, avec espoir, comme il est mort dans le Seigneur, que nous pourrions nous revoir au pied du Seigneur Moi, Jésus. ce qui me manquera à Baéré, En tout cas. donc, parce que nous, on était vraiment comme chien et chien, je le dis, il ne faut pas le cacher. On s'est disputé à chaque fois. Mais vous ne vous êtes jamais séparés. On ne s'est jamais séparés depuis 1990. Donc, en tout cas, qu'il repose en paix. Marcelin, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à Désiré Baéré? Oui, je retiens de ces chevaliers de la plume, de ces journalistes, l'accessibilité. C'était quelqu'un qui s'est laissé voir par tout le monde. Donc, c'est ce que je retiens. Une fois, je l'ai rencontré à l'époque à la CI. C'était quelqu'un qui s'est laissé rencontrer par tout le monde et qui pouvait donner des conseils à tout le monde, surtout comme je l'ai dit, nous, cette jeune catégorie de journalistes que nous sommes,
Il a été beaucoup pour nous et pour moi personnellement. J'ai arrêté ses conseils. Il m'a dit, avant, à l'époque, où j'ai présenté l'émission Kiosque à CCTV, et il m'a prodigué des conseils. C'était vous à l'époque? J'ai présenté Kiosque pendant presque 3 ans. À CCTV, il m'a dit, Marcelin, si tu veux faire de cette émission une grande émission, il faut s'effacer sur le plateau. Et cela a été pour moi un bon conseil et j'ai réussi à le faire. C'est ça d'ailleurs le conseil à tous les journalistes. Vous n'êtes pas les vedettes, effacez-vous. Les vedettes, ce sont ceux que vous invitez. Vos invités sont des vedettes. Mes vedettes aujourd'hui, c'est Faye Nico, Joël Cadet et Marcelin Tissoaka. Moi, je m'efface, je ne pose que des questions. C'est ça qui fait la grandeur et l'humilité dans la présentation, dans la formation d'un journaliste. Bon conseil et repose en paix, Désiré Baïré. Je l'ai dit, tu nous as simplement précédé. Faye Nico, nous allons parler des passeports. Le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé à l'Assemblée nationale. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'éclaircissements. D'ailleurs, la toute première, on le sait, ceux qui possèdent les passeports semi-biométriques le paieront maintenant à $100. Pour vous, c'est une mesure salutaire qui apaise un peu les tensions par rapport au passeport gate. Oui, madame, merci beaucoup pour l'opportunité que vous avez bien voulu nous accorder ces jours. Parler d'une mesure palliative, c'est toujours dans la mesure où je suis parmi ceux-là qui avaient demandé que les Congolais détenant les passeports ayant un cours légal, qu'ils ne puissent pas payer le même frais que le nouveau requérant. Quand bien même on a accepté cette requête, mais j'estime encore que le $100 valent encore trop pour un passeport. Dans la mesure où je me suis renseigné, le passeport français pour une période de 10 ans coûte 86 €. Alors moi je me dis pourquoi chez nous les passeports doivent coûter plus de 185 €. Peut-être que les Français fabriquent les passeports chez eux, ils ont le matériel et tout ça, ça diminue le coût. Nous on doit les imprimer ailleurs. Je n'ai pas voulu même comparer, mais néanmoins j'ai fait juste une référence pour dire que le passeport français qui est de 10 ans, le coût est de 86 €. Alors moi je me dis pourquoi chez nous il doit coûter plus cher et moins d'années, et surtout pour les Congolais ayant le passeport ayant cours légal, dans la mesure où on vend le passeport pour une durée bien déterminée. Mais dès lors que l'État n'arrive, que ce délai-là, au cours de ce délai-là, l'État arrive à changer, l'État doit aussi tenir compte du porte-monnaie de ces Congolais-là. L'État ne doit pas se montrer escroc, l'État ne doit pas se montrer rackettaire, l'État ne doit pas se montrer malhonnête. L'État doit tenir compte de ces Congolais qui avaient déjà dépensé leur argent et subitement l'État arrive à changer la décision. Mais ce qui m'a aussi tiqué, madame, lorsqu'on a annoncé la nouvelle, on a dit que le délai va jusqu'au 16 novembre. Non, 16 octobre. Janvier. Non, je parle d'abord la mesure, la première, 16 octobre. Le 16 octobre, on a dit que non, c'est un délai butoir parce que sur le plan international, il y avait déjà, nous étions presque déjà à la fin. Maintenant, curieusement qu'aujourd'hui, le vice-premier ministre ayant en charge des affaires étrangères revient et puis change tout d'un coup. Maintenant, il va jusqu'au janvier 2020. Maintenant, alors nous nous posons la question. Quel est le délai prévu au niveau international? Le vrai délai est prévu par le délai international. En tout cas, vous devez encore puiser pour ça, pour avoir demandé à l'OACI. C'est là où on doit... Parce que non, lorsque le vice-ministre avait donné le délai, il avait dit que non, c'est par rapport au niveau international. Et que maintenant, le ministre titulaire vient, il va jusqu'en janvier. Quelle est la vraie date arrêtée au niveau international? Joël Cadet, nous rebondissons. J'ai relevé le fait, j'ai dit peut-être qu'en France, le passeport coûte 86 € parce que les Français fabriquent ça chez eux, ça diminue les coûts. Est-ce que chez nous, par exemple, ne pourrions-nous pas fabriquer les passeports à l'hôtel de monnaie? Possible, ce n'est pas une piste de solution pour diminuer le coût, peut-être. Et pourquoi pas le mettre, le timing
la validité 10 ans. Pourquoi pas 10 ans? Parce que ça coûte déjà extrêmement cher. Pourquoi pas nous mettre notre passeport d'une validité de 10 ans? Et vous avez suivi aussi les réactions de beaucoup de députés. Henri Thomas Lokondo a carrément dit qu'on supprime cette mesure et tout ça. Pour vous, est-ce que les mesures prises par le Premier ministre ont pu baisser la tension? Non, madame, pourquoi? Quand on va le faire au niveau de le ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'on va le faire ici sur place, nous avons des opérateurs politiques qui viennent en politique pour gagner, qui viennent en politique comme des mafieux, comme des escrocs. Comment ils auront les commissions? Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Tous les ministres qui arrivent annulent tous les anciens contrats. Monsieur Albert Karaziouane est arrivé ici. J'ai été avec lui, c'est lui le patron de Semlex, l'entreprise qui nous fournit les semi-biométriques, tout comme les biométriques qui nous ont été livrés. Mais lorsque ce type est arrivé ici, le passeport devrait coûter tout au plus $50. Mais cet homme-là, il a presque pleuré. Il était logé quelque part, j'étais avec lui. Il a presque pleuré parce qu'il s'est retrouvé en face des opérateurs politiques voleurs. Et les gens venaient, pendant que lui disait que le passeport peut coûter moins de $50, je le dis, j'ai des témoins sur la ville qui peuvent le témoigner. Il y a M. Luc Atoundou qui est à l'environnement, qui m'avait retrouvé avec lui à l'hôtel du Fleuve. Donc j'ai parlé avec ce type, mais il avait les larmes aux yeux. Parce que c'est retrouvé les opérateurs politiques que nous avons chez nous, les ministres, les directeurs de cabinet, et ainsi de suite, qui négociaient ces contrats avec lui. Donc ce sont eux qui ont amené que le passeport soit aujourd'hui acheté pratiquement au-delà de $200. $200 d'ailleurs. Et même les $200. Mais le ministre a dit officiellement c'est $185. Oui, c'est $185. Mais allez-y avec $185, on va vous le donner. Mais même cela, mais l'argent qui entre dans le compte du trésor, c'est $60. Et le reste, c'est versé dans une entreprise fictive qui se trouve aux Émirats Arabes Unis. Donc, vous vous rendez un peu compte, c'est que nous avons des hommes politiques, en tout cas, gagnés par le gain facile et immédiat. Donc, à un moment donné, notre classe politique, particulièrement dirigeante, pense comme si, après eux, ils n'ont pas d'enfants, ils n'auront pas de petits-enfants, ils n'auront pas des arrière-petits-enfants. Donc, tout c'est fait pour aujourd'hui. Allez dans les cabinets ministériels aujourd'hui. Tous annulent tous les contrats précédemment signés par le prédécesseur. Non, il n'y a pas la continuité. C'est-à-dire, c'est lui qui arrive. Vous avez vu le scandale au stade des Martyrs. C'est lui qui arrive, doit aussi renégocier. Et ils disent quoi? Tous nous allons aux élections et je dois me constituer. Il faudrait qu'il y ait des commissions. Et voilà l'état dans lequel nous sommes. Et si vous dites que l'hôtel de Monnaie puisse fabriquer ces passeports-là, mais c'est une perte du vol. C'est une perte de là où ça doit aller. Vous avez posé une très bonne question à mon confrère pour dire, mais la justification qui a été donnée, c'était pour que en tout cas la date butoir, la date fatidique, c'est le 16 octobre, mais comment on peut aller au-delà de janvier? C'est pour vous dire qu'en dehors du vol organisé comme mode de gestion chez nous, la communication politique chez nous est essentiellement fondée sur du mensonge. Donc nous avons des opérateurs politiques qui ont érigé le mensonge, pas même la démagogie. Parce que la démagogie c'est quoi? La démagogie c'est dire à la population des choses qui plaisent à ses oreilles. Mais ici, qui peuvent être vraies ou fausses, mais ça doit vous plaire. Par exemple, je dis, on va me voter député, comme Fayoulou l'a fait en 2006, qu'il met la photo, par exemple, de New York, qui dit que je vais faire de Kinshasa New York. Donc ça, c'est une promesse. Vous nourrissez des gens d'une promesse fallacieuse. Elle n'est pas vraie, c'est de la démagogie. Mais ici, on vient vous mentir. On vous dit qu'il y aura élection alors qu'on sait qu'il n'y en aura pas. On vous dit que non, les passeports, c'est la date fatidique parce que au niveau international, l'OACI a dit tout ça, vous vérifiez. Et puis, le comble, c'est que nous avons un peu des opérateurs politiques chez nous, des politiciens anachroniques qui pensent que nous sommes encore à l'époque là de 1990, 80, où les gens ne pouvaient pas facilement chercher l'information sur Internet. Aujourd'hui, il suffit que vous puissiez parler. Et d'ailleurs, celui qui a déboulonné mon ami AG Matembo Toto, mon collègue de promotion, coucou à lui, celui qui l'a déboulonné, c'est son prédécesseur. Son prédécesseur est d'où? De la majorité présidentielle. C'est qui? C'est Yves Kisombe. Et il a juste mené, il est tout simplement entré sur Internet, posé la question à l'OACI, et il a pratiquement balayé du revers de la main tout l'argumentaire développé par le ministère des Affaires étrangères. C'est justement pour vous dire, non, ils ont tout simplement reculé. Mais je voudrais finir par
la blague que vous avez fait, la comédie que vous avez fait lorsque nous entrions dans cette salle. Mais en fait, le problème c'est le scandale Passport Gate, le scandale qui a été dévoilé, tout ça. Alors, pour un peu se justifier, la diplomatie qui a été jouée par le ministre des Affaires étrangères, qui est un fin diplomate, c'est dire que moyen qui s'est passé pour Isaté, comme ils ont dit que non, 185, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez bien fait vous-même. Je ne répète pas à la télévision, c'est vrai. Vous l'avez très bien fait dans le couloir avant que nous n'entrions ici. Passez pour Yango, passez pour à 100 $, 100 $, 100 $, passez pour, 100 $, passez pour, 100 $, passez pour. Bon, voilà un peu, c'est une manière de se racheter par rapport au scandale tel que ça a été dévoilé par la presse internationale. Je crois un peu c'est à ce niveau, mais je pense qu'il est temps que ces gens qui entourent Joseph Kabila lui montrent un peu d'amour comme Dorkel a conseillé qu'on puisse aimer Kabila Olingakoy. Si on l'aime... C'est peut-être aussi une recommandation à nos ministres. Entourez-vous des jeunes qui sont en tout cas férus d'informatique aujourd'hui parce que tout aujourd'hui est vérifiable. Vous pouvez annoncer quelque chose aujourd'hui avec les férus de l'informatique que nous avons. Coucou à toi, Passion Ligodi, Stani, Boujakera et les autres sur cette procédé. Aujourd'hui, tout est sur le net. Vous pouvez émettre un avis et en moins de 5 minutes, on vous le casse. Oui. Donc, ayez des conseillers jeunes, en esprit, et qui vérifient d'abord l'information avant de les balancer. Parce qu'aujourd'hui, la population congolaise est très éveillée. Marcelin Tshiswaka, nous avons suivi encore notre argumentaire du ministre des Affaires étrangères. Il nous a dit que nos passeports servent aussi aux trafiquants de drogue qui utilisent nos passeports aujourd'hui pour se faire de l'argent. Alors, on se pose la question, les internautes m'ont dit de vous poser cette question. Comment ils se le procurent? Parce que c'est l'État qui vend les passeports. Donc, notre État vend ces passeports qui est un bien de l'État aux trafiquants de drogue. Voilà, comment ne pas vérifier que ces passeports sont vendus aux trafiquants de drogue qui ne sont pas forcément congolais? Il faut dire que d'abord le passeport semi-biométrique que la RDC semi-biométrique n'existe pas. Il faut d'ailleurs qu'on balaye ce terme-là. Ça n'existe pas. Le même modèle, nous ne sommes pas le même pays qui utilise ces passeports. France, même la France en utilise aussi. Donc si on doit reproduire frauduleusement ces passeports, ça ne sera pas alors un cas particulier à la République démocratique du Congo. Je reviens un peu à l'aspect que Nico a soulevé par rapport à la date butoir. Est-ce un déficit communicationnel ou c'est pour des raisons politiques que le vice-ministre des Affaires étrangères avait communiqué? Je crois qu'il faut chercher des raisons au-delà de la politique. Le communiqué des ministres, des vice-ministres, donnait la date butoir pour le 16 octobre. Mais quand le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est interpellé à la Chambre basse, il vous dit, il ne parle pas de cette date butoir, il parle plutôt d'une rallonge. Je rassure les députés parmi les mesures qui ont été prises, les mesures d'assouplissement, il va au-delà donc de janvier 2018. Alors, la question se pose, si c'est une recommandation de l'OACI, comment le ministre des Affaires étrangères est-il arrivé à revoir cette date butoir sans entrer en contact avec les gens de l'OACI? Je doute parce que dans la salle, le ministre a été démenti par les députés. Lundi, ils ont parcouru tous les communiqués de l'OACI, ils n'ont pas vu cette recommandation. Donc, ça veut dire que la décision qui a été prise par le gouvernement congolais n'a pas été fondée sur base des communiqués ou des recommandations de l'OACI, mais c'était plutôt, selon moi, pour des raisons évidemment politiques, sur le plan interne, c'est que peut-être Joël Cadet voulait justifier par le scandale de Passport Gate, mais au-delà de ça, il y a la République fait face aujourd'hui à une crise financière. Il faut chercher par tous les moyens. Je vois que tous les ministères sont engagés pour pouvoir donner à l'État les moyens. Le ministère des Affaires étrangères, les passeports étant dans ses attributions,
ce n'est que normal pour le ministère des Affaires étrangères, mais il faut communiquer plutôt. Il faut communiquer. Quand vous parlez... Et bien communiquer, il faut bien communiquer les informations avant de... Justement, c'est à ce moment-là, je donne crédit, je fais foi à ceux qui parlent de déficit communicationnel. Je ne fais pas foi à ceux qui parlent de déficit communicationnel. Je pense que c'est pour des raisons purement politiques. Vous allez les voir, le ministre, le vice-premier ministre va revenir à l'Assemblée, je crois, dans 48 heures, et vous verrez le même député qui ont demandé l'annulation, puis ou le rejet, puis le retrait pur et simple de cette décision, ils vont applaudir la décision. Et ça, vous verrez l'aspect politique de cette décision prise par le gouvernement. Faye Nico, quel est cet aspect politique? Parce que beaucoup de choses ont été dites autour de cette mesure hein, de changement de passeport. Est-ce que c'est vraiment politique? C'est pour empêcher une certaine catégorie des Congolais de sillonner le monde? Est-ce que c'est pour chercher des taxes encore et encore? Parce que, comme Marcelin l'a dit, on n'a pas d'argent, on doit chercher l'argent par tous les moyens. Pour vous, c'est une mesure politico-économique ou c'est une sorte de punition, tout simplement? Non, c'est une mesure économico-financière. Il n'y a rien de politique dedans. On veut juste se faire de l'argent. Mais ce qui m'écoeure est que non, voilà comment on a sacrifié les jeunes ministres qui est le vice-ministre aux Affaires étrangères. C'est-à-dire, on a d'abord laissé consommer les mâles, les bavures, et que par après, le ministre titulaire vient pour chercher à améliorer tant soit peu ou bien donner un délai de grâce encore à la population. Parce qu'il y avait trop de pression peut-être. Parce la que population ne s'est pas laissé faire. le vice-ministre, lorsqu'il avait communiqué, il était tranchant. Il a donné des dates. La raison principale était qu'au niveau de l'OACI, il y avait une date butoir. Mais à entendre le ministre titulaire chez Okitundu, il s'appesantit beaucoup plus sur l'aspect frauduleux que beaucoup de criminels utiliseraient, beaucoup nos passeports. C'est-à-dire pour échapper aux crimes, aux velléités de certains criminels. L'aspect de l'ébutoire de l'OACI, je ne l'ai pas encore entendu encore dans les chefs du vice-premier ministre ayant échange des affaires étrangères. Je n'ai pas senti cela. Il n'a rien même pas fait allusion à cela. Mais le vice-ministre qui était à l'avant-plan, tout ce qu'il a eu à prendre comme mesure, c'est celui aujourd'hui qui est mal vu par la population et que chez Okitundu, maintenant, c'est lui qui vient maintenant en sapeur-pompier. Même au-delà de tout, moi j'avais dit l'autre fois, quand bien même il y a eu certains opposants verrais qui s'étaient allés à s'amuser à la Cour constitutionnelle pour attaquer la décision. Je leur avais demandé qu'une telle décision prise par l'autorité compétente ne peut pas être attaquée sous cet angle-là. Il faut commencer par introduire un recours auprès de l'autorité qui a pris la décision. Par après, s'il ne répond pas favorablement, peut-être vous pouvez envisager cela. Mais quand cela ne tienne, j'avais demandé comme on avait pris la mesure l'autre fois de plaques minéralogiques, qui aujourd'hui, toutes les plaques qui sont maintenant en circulation, il y a des plaques minéralogiques jaune, bleu, vert, jaune, noir et blanc sont maintenant circulent. Vous les voyez sur les véhicules. Or, il y avait les mêmes communiqués dans ce sens-là vers les années 2011-2010, quand lui avait encore kiosque. Il avait cette de communiquer. Alors, moi je me dis, c'est une mesure économico-financière, mais il ne faudrait pas que la majorité, dans certaines choses, tombe toujours si bas pour prendre une telle mesure. Qu'est-ce qui a empêché pour qu'il se concerte avant même que AG, l'ami de mon ami Kadé qui est à mes côtés, quand bien même je ne l'ai pas senti piquant parce que maintenant, je sens comme si maintenant il a appuyé le dossier avec de longues fourchettes. Mais néanmoins, ici, lorsqu'il faut parler des choses de l'État, il faut les dire telles qu'elles sont. Moi, je me dis, c'est une décision économico-financière pour se faire un peu d'argent. Mais il faut le faire proprement. Joël Kadé, c'est vrai que nous devons être aussi impartial que possible. Est-ce que la faute revient aussi, moi je pose la question, aux conseillers des ministres? Est-ce que les conseillers des ministres, parce que je crois que le ministre est entouré des intelligences, des compétences dans son cabinet, est-ce que la faute ne revient-il pas aussi aussi à ces conseillers qui peut-être ne fouillent pas assez profondément les décisions qu'ils prennent pour que... on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une grande décision en République démocratique du Congo, c'est battu en brèche quelques jours après. On ne comprend pas très bien comment le gouvernement peut fonctionner ainsi.
Non, madame, je suis bien d'accord avec mon ami Nico Fahindika et qui pense que je ne suis pas virulent envers AG Matembo. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous ne l'avez pas démontré? Non, mais écoutez, ce n'est pas un combat individuel. AG Matembo a signé ses communiqués par délégation. C'est lui qui a signé, c'est chez Okitunde. C'est pour cela que c'est lui qui a répondu. Mais si vous connaissez les rouages politiques de ce pays, et vous les maîtrisez mieux que moi d'ailleurs, vous savez d'où viennent les graves décisions dans ce pays. Vous savez que dans la plupart des cas, ce ne sont même pas des jeunes vice-ministres, notre ami qui était dans la presse, Ndeko Basile, ou ce sont des histoires qui se boutiquent ailleurs. Même la plupart des jugements devant les cours et tribunaux, à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême de justice, même par devant les cours, les tribunaux de grande instance, vous pouvez demander à certains présidents des tribunaux de grande instance, c'est pourquoi vous voyez certains magistrats mourir dans leur sommet. Aujourd'hui, l'AVC est devenu pratiquement un mode général de mourir dans notre pays. Tout simplement pourquoi? Parce que certains arrêts sont rédigés quelque part. Certaines décisions sont prises quelque part. Et on envoie à certains ministres uniquement pour apposer leur signature. C'est connu de tous. On sait, vous pouvez donner un caractère mercantile à ces communiqués, mais je vous dis que ces communiqués avaient également, madame, vous l'avez dit, un caractère politique dans la mesure où la plupart des politiciens qui circulent le monde, qui sont en train de battre mauvaise campagne pour le régime en place, ont les passeports semi-biométriques. Et ce qu'on attendait en retour, c'était quoi? Lorsqu'ils viendraient pour requérir de nouveaux passeports biométriques, on bloquerait leur dossier. C'est connu de tout le monde. Et c'est ça l'objectif, les dessous des cartes du communiqué signé par le vice-ministre. Donc, c'est à ce niveau, les Moïse, les Fachi, et tous ceux que vous voyez aller en Europe, qui font la mauvaise campagne contre le pouvoir en place, la décision même dans toutes les chancelleries qui sont là, on sait que ce sont eux qui ont été visés. Le problème, c'est que nous avançons vers une période la plus difficile qui ne sera pas facilement gérée. Il faut soit bloquer ces gens à l'intérieur du pays pendant que le pouvoir va durcir les conditions de vie ici au pays, ou soit vous serez obligé soit de vous prosterner devant la statuette érigée au palais de la nation. Si vous refusez, on va vous jeter dans la fournaise de feu comme Meshach, Abednego et consorts. Et cette fournaise sera davantage surchauffée avant la fin de cette année. On va ouvrir la justice, on va ouvrir les prisons, on va ouvrir les crimes crapuleux, les crimes ciblés, où vous entendrez qu'on a tué par-ci par-là. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des témoins qui circulent le monde pour faire passer ces messages-là. Donc voilà ce que je dis. Au-delà du caractère mercantile de ces communiqués, les dessous des cartes, c'est empêcher que Mukwege, que je vois devant moi, c'est empêcher que tous ceux des politiques qui circulent le monde, qui ont les passeports semi-biométriques, n'aient pas la possibilité d'aller. Et d'ailleurs, quand ils vont rentrer, on va bloquer leur passeport. Ils seront bloqués, ils ne vont plus sortir du pays. Nous prenons un second sujet, c'est RDC, la prospérité, nous dit les évêques interpellés. Beaucoup de choses se disent par rapport aux évêques. Marcelin Tshiswaka, schéma putschiste, selon vous, les évêques sont en train de préparer un putsch, je ne sais pas comment on peut un putsch ici en RDC, c'est ça leur fameux plan B? J'ai lu également la correspondance, cette correspondance dans la prospérité, tout comme dans, si je ne me trompe pas, Forum des As. Déjà qui parle que ce serait une correspondance d'un acteur pro la majorité présidentielle. Donc, à analyser d'après cette correspondance, madame, j'ai trouvé les accointances d'un analyste qui est proche, si pas qui est de la majorité présidentielle. Dans cette correspondance, on ne donne pas le caractère putschiste du déplacement des évêques. Les évêques sont à Bruxelles aujourd'hui. Parce que les évêques sont à Bruxelles, c'est cela ce qui donne à le correspondant de la prospérité d'analyser et de dire que les évêques seraient prêts à faire un coup de force contre les institutions de la République. Mais je crois que les évêques sont le père géniteur de l'accord du 31 décembre. Et en tant que père géniteur, ils doivent œuvrer pour la survie de cet accord qui passe pour le seul cadre qui peut permettre aujourd'hui la stabilité en République démocratique du Congo si on l'applique
correctement. Dès lors que cet accord n'est pas mis en œuvre, il y a quoi que les institutions ne fonctionnent pas comme il doit. Même si aujourd'hui, on prétend qu'avec le gouvernement de Bruno Tshibala, nous avons des institutions, mais des institutions qui sont limitées dans leur exercice, surtout sur le plan international. Vous avez le problème sur le plan interne. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'après le 31 décembre, tout juridiquement va s'arrêter parce que c'était une rallonge d'une année. Vous avez le CENSA qui n'existe pas juridiquement pour donner existence, pour permettre l'évaluation même du processus électoral. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut anticiper, ce sont des problèmes qu'il faut anticiper dans la recherche des solutions. Or, la pression ou la demande des évêques aujourd'hui, c'est qu'on obtienne la pression, qu'on exerce la pression sur Kinshasa, afin qu'on arrive à appliquer et éviter le bain de sang en République démocratique du Congo. Alors, taxer les évêques de faire des tentatives de coups de force, tout ça, ce sont les mots. Et je pense que les évêques sont dans leur rôle de père spirituel et ne peuvent que faire ça, demander l'application de l'accord. Comme les évêques ont déjà dit non au troisième dialogue, est-ce qu'il y a une façon pour eux, comme on dit, j'y reviens, de préparer ce putsch? Parce qu'ils n'ont pas question d'un troisième dialogue. Vous devez appliquer d'abord l'accord du 31 décembre. Madame, je suis un peu éperlué. Hein? Des gros mots comme ça. Ah. Laissez-le, lui il adore ça. Donc, lorsque vous revenez toujours sur le respect strict, l'application correcte de cette histoire de l'accord de la CEMCO, bon, dites-nous, vous qui parlez de respect strict, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui n'est pas respecté jusque-là? Pour qu'il y ait un respect strict de votre histoire-là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Dites-nous au moins clairement. Vous ne parlez que de respect de l'accord. Mais dites au moins à quel niveau cette histoire-là n'a pas été respectée. Vous pouvez répondre. Il a la réponse. Non, vous n'avez pas de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. Ok, répondez maintenant à ma question. Le non au troisième dialogue. Là, mais parce que lorsque vous revenez sur ça, c'est pour cela que je vous considère tous, vous qui avez parlé de dialogue dans ces pays comme étant des traîtres. Je vous avais dit, lorsque vous vous inscrivez dans la... Lui parle au nom du peuple, donc écoutez, nous tous, nous sommes des traîtres. Lorsque vous vous inscrivez dans la logique du dialogue, vous n'aurez jamais la majorité. Vous ne l'aurez jamais. Vous avez fait tuer mon peuple. Vous avez fait quoi aux gens? Vous avez commencé par le dialogue. Il y a une concertation. Qu'est-ce que vous avez gagné dans la concertation? Vous avez gagné le dialogue. Qu'est-ce que vous avez gagné dans le dialogue? Il y a une soi-disant vrai dialogue. Qu'est-ce que vous avez gagné dans le dialogue? Maintenant, je me dis, ceux-là qui militent encore pour un quatrième dialogue, nous allons maintenant dans le véritable, ou bien il faut changer encore un autre adjectif pour donner à cela. Madame, je vous ai toujours dit, si vous voulez qu'on aille vite, retournez à l'ordre constitutionnel, vous aurez la majorité. Mais aussi longtemps que vous serez dans vos histoires-là de dialogue, vous n'aurez jamais la majorité. À ces jours, madame, les mêmes gens qui cherchent aujourd'hui le respect strict du dialogue, ce sont eux qui nous ont amenés, qui ont posé beaucoup de conditionnalités pour qu'on ait aujourd'hui. En 2012, je vous ai déconseillé, n'allez pas dans l'histoire des dialogues, vous n'aurez jamais Kabila. Comme c'est le deuxième et dernier mandat de Kabila, les derniers sont là sans prétexte. Non, nous cherchons le dialogue pour aller ceci. Vous avez menti beaucoup de choses. À ce jour, nous sommes au-delà du mandat. Il ne faut pas oublier que Kabila n'est plus dans le mandat. Kabila est en train de bénéficier des bonus. Ma crainte est que ces bonus-là deviennent illimités. Maintenant, Kabila, je vous dis, par quel mécanisme vous aurez Kabila? Vous avez cherché à ce que les Congolais de la diaspora soient enrôlés. À ce jour, nous sommes au mois d'octobre. On ne les a pas encore enrôlés. C'est un casus que je pose toujours, mais personne ne rencontre ces moyens-là. Qui ont demandé à ce que les Congolais de la diaspora soient enrôlés? Mais aujourd'hui, au mois d'octobre, ça n'a pas encore commencé. Mais vous voulez qu'on aille vite aux élections. Lorsque la Cour constitutionnelle kenyane a annulé le scrutin, les gens ont applaudi. Quand viendra-t-il dans la malice de la majorité? Vous laissez aller aux élections. On organise les élections et que la même majorité instrumentalise quelques Congolais de la diaspora et que ces Congolais viennent introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle, à son tour, arrive à annuler les scrutins. Aura-t-elle le droit ou pas? Nous, c'est la réflexion et la profondeur. Hein. On vous embarque dans des histoires comme ça, pas des gens qui n'aiment pas. La classe politique congolaise ne veut pas des élections. Que ce soit majorité, tout comme vous verrez les oppositions. Mais l'avantage est du côté de la majorité, parce que c'est elle qui gère. Mais vous n'arrivez pas toujours à comprendre le gère. Mais vous aimez trop des vocables. La CEMCO.
Elle dit maintenant qu'elle est en train de chercher l'application stricte de l'accord. Mais moi, je me pose la question. Cette Senko, elle vous a parlé de plan B. En politique, on analyse mot à mot. Posez quand même la question. Que signifie le plan B et où est-ce qu'on en est déjà avec le plan B? On ne dit pas. Maintenant, il n'y a qu'escalade de mensonges, escalade de revendications, escalade de conditions. Jusqu'où, madame, si vous voulez qu'on aille aux élections et que vous voulez avoir la majorité, retournez à l'ordre constitutionnel. Il y a déjà un gouvernement qui est issu de cette histoire-là. Moi, j'estime, à ce jour, autant mieux taire. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur la Constitution, dans la Constitution, que ce soit dans l'accord, je ne vois pas comment vous aurez la majorité. Parce qu'aujourd'hui, la majorité va vous brandir l'accord. L'accord parle de CNSA, gouvernement et Séné. Il faut qu'ils arrivent à évaluer. C'est là qu'ils cherchent, qui mentent mon peuple que non, on peut d'abord même organiser l'élection présidentielle. Mais l'accord dit quoi? Tous les scrutins doivent être organisés le même jour. Ce serait une violation de l'accord. Est-ce qu'on réfléchit comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on vous tombe sur les arbres? Vous avez suivi un peu, Joël Cadet, hein, toute la réflexion. Je crois que Fanny Kombikaï est allé vraiment en profondeur pour nous dire que tout ça, ce sont des mensonges. On tourne autour parce que la classe politique ne veut pas des élections. Pour vous, est-ce que la Senko est en train de jouer au jeu de la classe politique? Parce que la Senko déjà a dit non au troisième dialogue et aujourd'hui, on taxe la Senko d'un groupuscule de putschistes. Alors, comment sortir de cette situation? De la même manière que j'ai dit qu'il y a certaines décisions qui sont boutiquées ailleurs et mises à la signature de certains ministres ou vice-ministres, de la même manière qu'il y a certains articles qui sont rédigés quelque part et distribués, et vous verrez que dans certaines manchettes, vous verrez les mêmes mots, les mêmes styles. Charles Kilocho d'ailleurs a relevé ce point-là, c'est le même article dans 3 journaux différents, même mots, même virgule. On ne prend même pas la peine de changer un tout petit peu. On sait comment ça se passe et heureusement mon confrère Tshisekedi a dit, en rapport avec celui qui a publié la dite lettre, mais qui est putschiste dans ce pays? C'est la question qu'il faut se poser. On est allé au premier dialogue, c'était les concertations nationales. Concertation nationale, on a décidé que la primature soit réservée à l'opposition. Mais notre ami Faye dit que l'accord est déjà respecté, puisque le Premier ministre est sorti de non, je ne suis pas encore là-bas. Je vous en prie. Je ne suis pas encore là, je suis aux concertations nationales, ce sera le premier dialogue. Le deuxième dialogue, c'est celui des Kaméré. Et là où l'opposition a péché, c'est lorsque Kaméré, Badi Banga, Bitakwira, et Michiki et les autres ont rejoint le camp. C'est le jour où pratiquement nous avons connu des véritables criminels auxquels la nation congolaise ne devra jamais pardonner. Ce sont eux qui ont donné les béquilles au pouvoir de Kinshasa. Parce qu'à l'époque, si Kaméré, qui avait fait réussir les manifestations du refus de la loi électorale en 2015, s'était rallié, resté unis avec les autres, les Badibanga et consorts, ils ont donné les béquilles et c'était parti. Et les autres aussi qui ont rejoint le même camp, bien sûr sous la bénédiction, parce que celui qui a parrainé le putsch dans ce pays, c'est la Senko, parce que la population était prête, elle avait même déjà organisé les sifflets et consorts. Pour siffler, on avait les 19 septembre 2016, on a sifflé, on a tué. Le 19 novembre, on a sifflé, on a tué. Le 19 décembre, pendant que tout s'arrêtait, c'est le jour que le chef de l'État a organisé le coup d'État. En nommant le gouvernement Badi Banga, pendant que le pourparler de la Senko était en cours et que l'on attendait la fin de ce pourparler de manière à mettre en place le gouvernement. Et qu'est-ce qui va se passer? Au 31 décembre, on signe cet accord. Les esprits ont été apaisés. Voilà le jour où le putsch a été organisé dans ce pays. C'est le jour où le chef de l'État a traversé paisiblement, en paix, la date du 16 décembre 2016, où il finissait son deuxième et dernier mandat. C'est le jour qu'il y a eu le putsch. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que les évêques dans un pays où nous avons une grande mission des Nations Unies, une grande mission de paix, on peut organiser un putsch dans ce pays-ci. C'est extrêmement difficile. Vous pourriez demander à Yakutumba, parce que c'est lui qui a arrêté la guerre, c'est la MONUSCO. C'est lui qui a arrêté la guerre du M23, c'est la MONUSCO. Donc, il est difficile
que l'on a, et Kabila le sait, le régime le sait, qu'on ne peut pas dans ce pays, dans les conditions actuelles, où nous avons les casques bleus ici, parce qu'il suffit qu'une rébellion gagne la guerre dans notre pays, ça risque d'être la fin des Nations Unies. Donc c'est justement pour vous dire que tout ce qu'on dit là, c'est tout simplement les tralala. Mais je voudrais finir. Mais on veut aller plus loin. La majorité, le problème, c'est qu'elle navigue à vue. Elle n'a pas des objectifs, elle n'a pas une vision. Depuis les concertations nationales, le premier dialogue de Kanchachi, le dialogue, on prolonge pourquoi? Mais pendant ce temps, la situation sociale s'empire davantage. La situation économique s'empire. Donc, surtout la situation sécuritaire. Il avait fallu que lorsqu'il prolonge, on obtient le glissement. On va arriver. C'est pour quel objectif? Le comble, c'est qu'autour du chef de l'État, il n'y a que des prédateurs. Au moins, on aurait eu quelqu'un comme Katumba Mwanké. Donc, ces prolongements, nous allons jusqu'en décembre. Pourquoi? C'est pour obtenir le référendum. Mais ici, lorsqu'ils tentent, ils échouent, ils reculent. Ils ont tenté avec la loi électorale le 12 janvier 2015. Ils ont tenté, ils ont reculé. Et voilà pourquoi j'ai rejoint Nico Fandika lorsqu'il dit que maintenant tout le monde, même lui, Nico, le très proche de vertébrés Tchibala, ils sont en train de servir Kabila Debeki. Donc vous comprenez, c'est que aujourd'hui là, mais maintenant ma peur, c'est que ma soeur, nous allons vers un cul de sac où et les sapeurs et les pompiers, on ne saura pas par où sortir. Nous allons terminer vraiment par un dossier qui me tient à cœur, c'est l'enseignement. Hein. Vraiment quelques poussières de secondes. Vous avez suivi, je ne sais pas comment dire, mais nous avons suivi sur une chaîne étrangère la réaction d'un professeur de l'UNIKIS qui a parlé d'achat des diplômes hein, par nos autorités, tant militaires que politiques. Et nous avons suivi la réaction du recteur de l'UNIKIS qui a pris quelque chose de disciplinaire, comment on appelle ça, action disciplinaire contre ce professeur. Est-ce que ce professeur, Marcel, en quelques poussières de secondes, avait-il droit de dénoncer cet acte d'achat de diplômes dans nos universités? Madame, j'aurais bien voulu nous sommes à la fin. d'abord. Nous sommes à la fin. On a déjà dit il nous reste 5 minutes. Ça aussi, c'est très important, la chaîne. J'aurais bien voulu, malheureusement, j'allais dire à Nico que le plan B est une alternative. Il ne s'agit pas qu'on en parle. On peut, sans le dire, et exécuter le plan. Je crois que la mission des évêques s'inscrit dans ces cadres-là. Oui, par rapport à votre question, madame, cela ne sera pas une surprise. Le diplôme même au niveau des examens d'État est vendu. Est-ce que ce professeur avait-il le droit de le dire à la télévision? Il faut dénoncer tous les actes qui sont anormaux. Ce n'est que normal dans la conscience d'un professeur d'université à son niveau. Quand on vend le diplôme, on ne peut pas vendre l'intelligence. Ce sont ces personnes qui ils viennent acheter les diplômes, et demain ils sont ministres, sont nommés ministres, il est nommé telle chose, et ils n'arrivent pas à faire décoller la République. Donc la conséquence, c'est la nation. J'aimerais bien avoir votre... Parce qu'on a dit que ce professeur était allé au-delà de ses prérogatives. Il devait d'abord dénoncer ça en interne avant de parler. On ne cache pas, il était passé sur France 24. Alors, avait-il le droit de dénoncer cet achat de diplômes par nos autorités? Ça, c'est un droit légitime, indiscutable. Mais pourquoi une action disciplinaire en son encontre? Écoutez, madame, pour cela, vous les Congolais, je me pose la question, à quel moment le Congo va booster? Tout celui qui dénonce, il est qualifié de ceci, de cela. Si vous êtes dans la majorité, vous dénoncez, on vous éjecte. Vous êtes dans la véreuse opposition, vous dénoncez, on vous éjecte. Et même, il y a une dénonciation comme celle-là. C'est une dénonciation qui vaut son pesant d'or. Quel est le document de l'État congolais qui n'est pas trafiqué? Citez-moi un seul. Un seul document qui n'est pas trafiqué. Est-ce que même le document du Congo ont de la valeur? La façon dont se trouvent les documents. Vous vous pointez par exemple à l'inspection générale de l'enseignement. Vous n'avez aucune pièce. Vous venez, vous versez, à l'époque c'était 5 000 francs, on vous donne le diplôme d'État. Et on vous donne... il y a un acte qu'on appelle un acquis des droits. Notre acquis des droits. On vous le donne à 5 000 francs. Et cet argent-là était donné de main à main. Il n'y a aucune quittance. Quel est l'argent de l'État qu'on peut percevoir de main à main? Votre réaction par rapport à ça, parce que ça a choqué beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, cette action disciplinaire envers ce professeur qui a dénoncé cet achat des diplômes par nos autorités, tant militaires que politiques. On dit qu'il devait d'abord
passer en interne avant de déballer un linge aussi sale sur la place publique. Madame, j'ai été enseignant à l'université pendant quelques temps et je continue dans certaines universités privées. On connaît le système. À l'interne, ça a déjà été dénoncé plusieurs fois. Goïka Sangé, gouverneur du Kasaï oriental, il a été proclamé cette année licencié en droit, mention distinction. J'ai posé la question à quelques étudiants de droit si vous avez vu Goïka Sangé à vos côtés. Mais comment on peut continuer à supporter de telles balivernes? Mais pourquoi nous, là, nous sommes allés à l'université, madame, souffrir sur le banc, acheter les syllabus et on n'a pas eu tout ce qu'on leur accorde là. Voilà pourquoi on ne peut pas décoller, mon ami l'a dit. Parce qu'on a tout fondé sur la tricherie. C'est ce que même l'élaboration de leur... vous savez, il est même difficile aujourd'hui. Bon, pour toi, gérer avec la démagogie. Ils ont difficile à concevoir un mensonge, à le vendre. Comme mon frère Mende. Il n'y a que Mende qui sait bien structurer ce qu'il dit à la population et ça passe dans les milieux scientifiques. Pourquoi? Parce qu'il a une tête au moins qui sait structurer un argumentaire, faux soit-il, mensonger soit-il, mais c'est le structurer. Et vous allez débattre sur le plan scientifique, vous allez en discuter. Mais eux mentent comme des petits enfants, tout simplement parce qu'on a acheté tout, on achète tout, on trafique tout. Je crois qu'il y a lieu. Le recteur de l'université de Kisangani, c'est l'une des meilleures universités de ce pays. J'ai honte pour lui, j'ai vraiment honte qu'il ait pris cette mesure. Il aurait dû au moins corriger l'erreur au lieu de sanctionner les professeurs. De toutes les façons, nous savons comment ça se passe. Moi, je connais certains généraux qui sont licenciés en droit aujourd'hui. Je connais certains généraux qui sont licenciés en telle ou telle autre discipline, sciences politiques. Allez en sciences politiques, même notre ami Francis Kalombo, qui est aujourd'hui dans l'opposition, on lui a refusé de prêter serment, d'être enrôlé au barreau de Kinshasa. Pourquoi? Pourquoi mon frère, le bâtonnier Kamukuni, l'a aidé à être enregistré pour prêter serment au barreau de Kananga? Pourquoi ça se passe? Donc c'est la honte qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité. Donc c'est justement pour vous dire, à un moment donné, qu'on arrête la tricherie. Bâtissons notre pays et ce qui peut élever une nation au-delà de la justice, c'est l'éducation. Voilà, nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Un bon conseil de Désiré Baïré aux journalistes. Vous n'êtes pas des stars, les stars sont vos invités. Moi, mes stars aujourd'hui, c'était Faye Nikondika de Top Media, Joël Cadet d'Impact News et Marcelin Chiswaka de Congo Web Télévision. Donc, merci à toi, Désiré Baïré, parce que tu avais réussi à nous réunir, nous, de la 18e promotion de l'ISTI Bana 18. Même virtuellement, en tout cas, nous étions ensemble. Et je crois que nous t'avons honoré avec honneur. Et nous avons vraiment rendu un dernier hommage avec honneur. Excusez-moi, vous comprenez l'émotion. Ça fait toujours mal de perdre quelqu'un parce que tu nous as précédés, mais nous sommes chrétiens, comme l'a dit Joël. En étant chrétiens, nous avons la foi, mais humainement, ça fait mal. Nous sommes des humains. Même Jésus-Christ a pleuré avant sa mort, donc nous moment de souffrance. Alors, merci à vous, à tous mes followers sur les réseaux sociaux, à Jacques Piana, la régie finale, et à Yves Koki, qui a assuré la prise de vue. Nous nous rencontrons, nous nous verrons le mercredi prochain.